les partisans d'Emmanuel Zoungrana. C'est un lieutenant-colonel de l'armée burkinabé. Ces partisans, justement, réclament sa libération. On revient avec nos invités, Firmete Kouagbo et Eric Johnson, justement, donnent la parole à ce dernier. Eric Johnson, vous pensez que ces partisans qui manifestent seront écoutés par le pouvoir de Ouagadougou? À mon avis, si cela devrait se faire, ce serait fait depuis. Parce que s'il n'y a pas de raison pour qu'on garde le lieutenant-colonel là en prison, je crois que s'il y a également la bonne volonté comme Damiba l'avait commencé en parlant de réconciliation, etc. On se réconcilie avec tout le monde. On ne va pas se réconcilier juste avec une partie pour dire qu'on a réussi une réconciliation. Et donc je pense que aujourd'hui, l'accusation qui est portée contre lui, sa libération ne pourra jamais être immédiate. Il faut forcément passer par la justice, puisque ça devient un truc, un délit de droit commun, pas politique ou je ne sais pas, sécuritaire, où on peut élargir très rapidement les gens par une grâce présidentielle ou chose. Mais là, on dit blanchiment de capitaux, ça veut dire que forcément vous allez devant le juge pour vous défendre. Et donc je ne crois pas que sa libération sera immédiate. Alors pour le moment, ce sont de simples manifestants. Firmete Kouagbo, on a analysé tout à l'heure la division au sein de l'armée burkinabé. Ça peut dépasser ce stade. À un moment donné, on peut passer de simples manifestants et avoir quelques grognes au sein encore de l'armée, c'est-à-dire parler des partisans ou bien des proches, j'allais dire, d'Emmanuel Zoungrana. Mais oui, bien sûr, vous n'avez pas tort. Dans un pays où il y a de coups d'État qui se multiplient, où il y a des terroristes qui prennent la moitié du territoire, vous devrez arrêter toute manifestation possible. Le Burkina n'est pas comme la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry n'est pas en proie aux terroristes. Mais le Burkina Faso, c'est un proie aux terroristes. Le Burkina Faso devrait tout faire pour éviter quelle grogne sociale que ce soit, ou grogne politique ou sociale, n'importe quelle manifestation du Burkina Faso, parce qu'on pourrait en profiter à tout moment, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la population. Ça peut dégénérer à tout moment. N'oubliez pas que le balai citoyen est toujours là. Le balai citoyen est toujours là. Il peut toujours manipuler les gens, manipuler les populations. Mais le drame, c'est que cette situation peut encore dégénérer au sein de l'armée. On peut le prendre à tout moment, Ibrahim Traoré, on peut le prendre à tout moment. Mais la meilleure des choses qu'Ibrahim Traoré devrait faire, la meilleure des choses, c'est qu'il quitte le pouvoir. Ouais, et il a prévu les concertations nationales. Qu'est-ce qu'ils appellent concertation nationale? Le 14 et le 15 prochain. Michel Takpa, qu'est-ce qu'ils appellent concertation nationale ou assise? C'est tout juste le nouveau président du pays. Non, c'est juste pour bluffer les gens. Doumbouya l'a fait, qu'est-ce qui a changé? Avant de faire cette histoire de constitution au Mali, on a fait appel, comment on les appelle, le terme là les assises nationales. Oui, on a fait les assises nationales, on a fait appel au monde civil, et puis ça a changé quoi? C'est juste un terme pour bluffer les gens. La concertation nationale, on n'a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est de que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir, qu'il remette le pouvoir aux civils. Et que le civil dirige la transition et peut-être 3 mois après. Cette concertation, c'est pour désigner celui qui va diriger le pays. Donc lui-même vous a dit qu'il ne sera pas président. Il peut pas. Bon, en tout cas, on a analysé cela. On s'est dit, Ibrahim Traoré peut être confirmé dans son rôle. C'est aussi une possibilité. Ne soyez pas surpris. Si on vient nous dire qu'Ibrahim Traoré, il est le seul. Il est le seul sur cette terre de Burkinabé, que c'est lui seul qui peut diriger le pouvoir. Donc confions le pouvoir, ne soyez pas surpris. Pourquoi il va faire tout ça là pour remettre le pouvoir? Un retour de Michel Kafando peut-être? Mais Michel Kafando, non, lui, non. Attends, le jeune ne va pas faire ça et puis remettre le pouvoir à un septuagénaire, c'est pas possible. Bassolé.
Mais vous n'exagérez pas. Vous n'exagérez pas, Michel. On ne sait jamais. Non, moi, je ne pense pas à la meilleure des choses. Qui quitte le pouvoir, qui remettent le pouvoir au civil. C'est trop, quoi. Le civil, là, c'est qui? On Le va tour du le président choisir. Roch Marc Christian Kaboré. Attends, qui était le président de l'Assemblée nationale au temps de Roch Christian Kaboré? Qu'on aille le choisir, qu'on aille le chercher. Le président de l'Assemblée nationale, ils sont dans un régime présidentiel. C'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait assurer l'intérim et diriger la transition et après organiser les élections libres, transparentes et des plus crédibles. Ce qu'ils sont en train de vivre là, ça fait très mal. Vous savez, le credo de la devise de notre centre de recherche de géopolitique internationale, c'est quoi? C'est paix au Togo, en Afrique et dans le monde. Non. Ces histoires de violence, c'est ça qui détruit. Non, paix au Togo, paix au Burkina, paix au Mali. Paix au Mali, paix en Guinée, paix en Afrique, paix au Togo, paix dans le monde. Nous combattrons toujours la violence, parce que la violence, elle détruit toujours. Regardez ces coups d'État, ce qu'ils engendrent déjà sur le continent. Ça c'est un climat d'insécurité totale et ça ne fait pas avancer. Ça nuit à notre développement, à nos politiques de développement. Avec ça, on n'ira jamais loin. C'est pour ça que nous combattrons toujours les coups d'État. Nous les condamnerons toujours avec la plus grande vigueur. Allez, on va terminer avec le pays de Eric Johnson qui est avec nous, le Togo, donc, qui enregistre un taux de croissance du PIB qui est estimé à 5,4%. Le Togo du président Faure Gnassingbé, bon élève de la classe, si on peut le dire. Il est en tout cas devant le Nigeria du président Mamadou Buhari qui a 3,7%. Et puis le Ghana du président Nana Akufo-Addo, 3,6%. Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union, taux de croissance du PIB estimé, ça veut dire quoi précisément? Et quel impact cela a sur la population? Oui, ça veut dire tout simplement, avec le chiffre qu'on a, un PIB à un taux de croissance de 5,5%, ça veut dire que les richesses du pays vont s'augmenter de 5,4%. Ça veut dire que nous sommes à un taux actuellement qui est moins de 5%, enfin c'est 1,1% qui avait été prévu pour la fin 2021. Et avec Covid et tout ça, les gens ont moins travaillé parce que le PIB, c'est le produit intérieur brut. Et ça se calcule à partir de la valeur ajoutée et du travail que chaque citoyen produit, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et avec tout ça, on enlève tout ce que l'État injecte comme subvention, comme aide, appui dans différents secteurs et on trouve le produit intérieur brut par rapport à chaque citoyen. Et donc, par rapport à une certaine période donnée, là, on prend souvent l'année, par rapport à une certaine période donnée, on voit s'il y a une évolution ou il y a une régression. Et donc, quand on dit que le taux de croissance est estimé à 5,4%, ça veut dire que c'est estimé, c'est une estimation qu'on donne par rapport à ce qu'on a jusqu'à une certaine période donnée. On peut se dire que de janvier 2022 à fin septembre 2022, on a vu qu'il y a une progression. Donc, à partir de cette progression, on fait un glissement annuel pour voir ce qui s'était passé l'année dernière. Et donc, tout ça, mis ensemble, on évalue et on se dit que, par rapport à 2021, on aura une croissance du PIB, et le produit intérieur brut du pays. Et donc, vous savez que la crise sanitaire et la crise énergétique et tout ça, lié à l'opération spéciale. À l'opération spéciale, à la guerre et tout ça, ce qui est sûr, il y a eu crépitement d'arbres, donc des gens sont morts, et donc la nature est ainsi faite. C'est-à-dire que lorsque vous versez du sang, il faut savoir que la nature va vous réclamer ce que vous avez fait de mal. Et donc, le monde entier est en train de subir parce que cette crise-là
tout le monde y a participé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que quand on va aller un peu dans la profondeur de cette crise-là, on expliquera tout ça. Mais pour le moment, je crois que cette crise-là, avec et la crise sanitaire et tout ça, ça a fait que le PIB a diminué à un certain moment. Donc, les gens avaient prévu jusqu'à 7% pour le Togo l'année dernière, mais avec la crise, je crois qu'on était resté à 3,5 ou 4 et quelques pourcents. Et donc, par rapport à l'année dernière, on estime que cette fois-ci, la richesse du pays va s'augmenter un tout petit peu de 5,4%. Et la même chose, et vous savez que nous sommes dans une zone communautaire où chaque pays est évalué. Et donc, comparativement aux deux pays, au Nigeria et au Ghana, le Nigeria étant le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, et le Ghana qui suit souvent après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Justement, la Côte d'Ivoire, elle se trouve à quel niveau? Oui. Vous avez vu le classement général? Non, j'ai pas eu le classement général, mais pour le moment, ce sont des estimations. On attend la fin de l'année pour avoir tous les chiffres et savoir comment les pays évoluent en termes économiques. Mais le paradoxe, c'est au niveau de l'inflation. Il ne faut pas oublier, c'est pas parce que les gens travaillent beaucoup plus pour faire augmenter la richesse du pays que les prix sur les marchés vont diminuer. Non, l'inflation a encore augmenté. On était à 6,9% à fin juillet. Aujourd'hui, l'inflation est à 7,1%. Donc, ça a encore augmenté. Toutefois, l'inflation, quand on veut la calculer, c'est par rapport à tous les produits de consommation, que ce soit les produits meubles ou non meubles, que ce soit les produits vivriers ou non vivriers, etc. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui nous permet d'avoir le taux d'inflation. Et donc, ce qui a été remarqué depuis le mois de juillet, avec les mesures prises par le gouvernement, il y a eu une stabilisation vers fin juillet, début août, mais après ça a encore augmenté, mais ce ne sont pas les produits de première nécessité qui ont fait flamber encore, qui ont fait augmenter l'inflation, mais plutôt des produits, des biens de consommation, comme par exemple les cahiers que nous avons achetés pour que nos enfants puissent aller à l'école. Les prix ont augmenté là, alors que les prix des produits vivriers ont eu une légère baisse. Alors, Firmet Tekouagbo, avant d'avoir aussi votre explication sur ce taux de croissance de votre pays, qui est estimé désormais à 5,4% cette année, mieux que le Nigeria et le Ghana, cette question, est-ce qu'il y a des impacts sur le quotidien des Togolais? Est-ce qu'on ressent cela dans votre village? Est-ce qu'on peut ressentir cela à Kpadapé, dans les villages les plus profonds? C'est ce qui est grave. Il n'oublie jamais son Kpadapé natal. Hein? Ah, il est de là? Oui. Non, c'est pas. Avant que... Je le sais. Vous savez, c'est ce qui est un peu dommage pour les taux de croissance. Les taux de croissance, souvent, ce sont des chiffres macroéconomiques. C'est pas trop micro, quoi. C'est des chiffres macroéconomiques. Même, regardez, quand on parle du Nigeria, Nigeria aujourd'hui, le Nigeria, c'est une grande puissance économique, avec beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, mais allez dans les bidonvilles du Nigeria. Dans ce pays, et des gens vivent sans électricité. Les gens vivent avec moins de $, par jour. Les gens vivent difficilement. Les gens sont dans une sous-alimentation ou ils sont dans une dénutrition terrible. Mais on dit souvent que ce pays-là, c'est la première puissance économique
de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Donc, le Nigeria est en concurrence avec l'Afrique du Sud. Mais dans ce pays, des fois, on parle d'une croissance exponentielle et puis on applaudit. C'est vraiment le paradoxe ou le contraste sur le plan économique. Ces chiffres macroéconomiques n'impactent souvent pas quelquefois le quotidien des populations. Ce n'est pas seulement au Togo. C'est pas seulement au Togo. Mais les chiffres montrent que l'activité économique dans le pays marche. Voilà. C'est ça qui est important. Ça marche, ça veut dire que ça ne dort pas. Quand on parle de croissance à 5%, c'est quelque chose de louable. Et sur le plan international, vous allez le faire prévaloir et les gens vont dire que peut-être il y a le climat des affaires est assaini et que l'investissement, ça marche. Parce que le taux de croissance, souvent, c'est quoi? C'est l'investissement et la consommation. Donc, ça veut dire que le climat des affaires est assaini et on n'investit plus dans le pays. Et en contrepartie aussi, on consomme. Ça veut dire quand on investit plus dans le pays, donc on crée de l'emploi, on crée de la richesse, les gens viennent travailler, les gens, chaque fois, à la fin de chaque travail est rémunéré et les gens vont dans les supermarchés consommer, les gens vont un peu partout dans les magasins consommer et le pouvoir d'achat prend un coup favorable. C'est ça, en fait, le jeu est tout fait là. Le jeu est tout fait là. Aujourd'hui, vous allez voir à Lomé, dans certaines régions, vous allez voir de petits restaurants qui sont créés, vous allez voir de petites industries qui sont créées, de petites sociétés qui sont créées. Voilà, c'est de la richesse. Tout cela agit. Donc, les gens ont plus ont plus d'argent. C'est comme quelqu'un qui me disait l'autre fois que quand vous voyez dans presque toutes les maisons aujourd'hui dans la capitale, même à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a des télévisions écran plat dans presque toutes les maisons. Il y a des télévisions. Oui, c'est quelque chose. C'est la consommation. Ça veut dire que les télévisions cathodiques sont où? Oui. Donc, ça veut dire que c'est la consommation. Ça veut dire que celui-là qui s'est acheté cet écran plat-là a trouvé du boulot. À la fin du mois, il a quelque chose. Et il injecte dans l'économie. Il va dans le magasin. Il va s'abonner. Donc, peut-être. Il y a aussi du Wi-Fi dans presque toutes les maisons. Il y a aussi du Wi-Fi dans presque toutes les maisons. Donc, il a du carburant, tout ça. Donc, l'argent, donc on investit et on a de l'argent et on consomme. Donc c'est ça qui fait tourner. Et à la fin du mois ou à la fin de l'année, on nous dit que oui, il y a une croissance. Oui, l'activité économique, ça a augmenté. Et aussi, quand vous allez voir un peu aux heures de pointe, il y a plus de voitures, il y a plus de motos. Il y a plus de voitures, il y a plus de motos. Ça veut dire la consommation à ce niveau, au niveau des véhicules, ça augmente. Il y a plus de sociétés qui vendent des motos. Ça veut dire que la consommation, ça augmente. C'est tout ça là qu'on calcule. L'activité économique, ça ne dort pas. Sauf que il y a toujours, c'est malheureux quelquefois. Je m'attends à ce sauf que. Oui, dans tous les pays au monde, il y a des gens que la situation n'impacte pas. C'est pour cela qu'il faut souvent des politiques sociales beaucoup plus soutenues pour soutenir les plus vulnérables. Le président de la République, il a fait un geste tout dernièrement, tout le monde l'a applaudi, mais on a dit que c'est insuffisant. Il faut qu'on le fasse un peu plus pour les transferts. On ne demande pas aussi trop. Non, on ne demande pas aussi trop. Non, on ne demande pas aussi trop. Celui-là qui dirige doit tout faire pour que tout le monde mange à sa faim. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. C'est comme je suivais un reportage sur Lula da Silva. On dit que quand Lula da Silva était là, oui, c'est ça, de Lula da Silva, non? Lula da Silva. Oui, Lula da Silva qui était arrivé au deuxième tour lors de la réaction. Oui, donc qui peut-être pourrait remplir à 54% si le sondage arrive à être confirmé. Il a tout pour pouvoir être. Oui, donc on dit quand il était là, dans sa politique sociale, elle était bien soutenue. Et il a fait venir de la viande dans presque toutes les maisons. Or, bien avant lui, la viande était rare dans toutes les maisons. Donc avec lui, la consommation de la viande a augmenté. Donc la croissance, ça prend un coup. Donc quand vous venez, et vous devez savoir, vous devez maîtriser les réalités de votre terrain et voir comment vous pouvez injecter dans le social. C'est ce qui manque un peu dans les pays africains. Donc le président togolais, il a commencé. Parce que quand vous voyez un peu, aujourd'hui on parle de cantine scolaire. Du temps de son père, peut-être, c'était pas cantine scolaire, mais il y avait une autre dénomination, une autre appellation. Mais aujourd'hui, du temps de l'ancien président. Ouais, pardon? Du temps de l'ancien président. Du temps de l'ancien président, de son père, feu général et de ma père, son âme. Donc, aujourd'hui, il y a les cantines scolaires. C'est une manière de redistribuer aussi les richesses. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le transfert monétaire. C'est aussi une manière de redistribuer. Donc, ils pensent un peu aux plus vulnérables. Alors qu'on l'accentue, qu'on rende cette politique beaucoup plus soutenue, beaucoup plus forte. Et là, si on arrive à le faire, c'est l'État aussi qui gagne. Parce que ça impacte toujours le quotidien et ça impacte toujours la croissance. Parce que autant on fait circuler l'argent dans le pays, autant les gens vont consommer. Par exemple, dans les villages, quand on fait transfert monétaire ou autre, les gens vont consommer. Les marchés dans ces villages, dans ces localités vont être beaucoup plus animés. Et quand il y a des marchés qui s'animent, il y a des taxes, des impôts qui sont perçus. Et maintenant, l'État aussi prend, et ça veut ça, l'État fait continuer encore l'économie. Donc, dans des localités où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de transfert monétaire, où il n'y a pas de boulot, c'est pas bon pour l'économie. Parce que l'économie a besoin que l'argent circule.
C'est ça en fait. Donc c'est pour cela que moi je demande ici encore aux autorités du pays d'augmenter la cagnotte qu'ils ont augmenté. Entre-temps, on n'a pas de milliards. Qu'on augmente encore la cagnotte, surtout à la pointe des fêtes où les choses sont encore plus difficiles. Vous avez suivi ce qui se passe en Grande-Bretagne actuellement, où les banques alimentaires se sont multipliées, où on soutient beaucoup plus les plus vulnérables, les gens qui ont perdu leur pouvoir d'achat. Regardez, en un lieu de temps, il y a des banques alimentaires qui arrivent à satisfaire 7 millions de personnes. 7 millions de personnes en Grande-Bretagne, 7 millions de personnes, c'est comme la population togolaise. Vous imaginez 7 millions de personnes en Grande-Bretagne qui ont perdu le pouvoir d'achat. Ça veut dire ici, on peut encore faire quelque chose aussi pour soutenir le pouvoir d'achat. C'est quelque chose de louable à faire. Eric Johnson, malheureusement, notre troisième invité n'est pas venu parce que pour certains analystes et pour des détracteurs surtout du pouvoir en place de l'OME, les gens estiment que on gonfle souvent cette eau parce que tout à l'heure Firmin parlait de l'activité économique du pays. Ces analystes disent qu'on ne sente pas véritablement cela. Est-ce que ce n'est pas cela ici? Parce que ce qui est important pour le Togolais, c'est que cela puisse agir sur son vécu quotidien. Vous savez, j'avais commencé mon explication par le fait que nous appartenons à une communauté. Et donc, ces chiffres-là qui sont donnés, ce ne sont pas des chiffres fournis par l'État togolais. En réalité, il y a au niveau de l'UEMOA, par exemple, une commission qui est chargée de suivre les statistiques quotidiennes de chaque État membre. Au-delà de l'UEMOA, il y a aussi la commission économique de la CEDEAO qui doit aussi faire des propositions, des prévisions pour chaque État et donc a besoin de ces chiffres-là pour savoir quoi faire avec quel pays. Et donc, quand on dit que ces chiffres sont gonflés, on peut comprendre. Néanmoins, vous savez que dans chaque État, il y a quand même une institution qui est chargée des statistiques. Moi, par exemple, pendant plusieurs années, pour travailler sur le Togo en matière économique, je vais chercher les chiffres de l'UEMOA, pas des chiffres qui sont fournis au Togo. Parce que pour les avoir, d'ailleurs, c'est difficile. Mais il y a un mécanisme qui est mis en place pour chaque pays où tout ce que nous consommons est automatiquement enregistré. Tout ce qui sort est enregistré, tout ce qui rentre est enregistré. Mais quand on dit qu'on gonfle ces chiffres-là, ne me faites pas dire quelque chose. Et le Nigeria et le Ghana vont voir que là, le Togo est en train de publier un chiffre qui les dépasse parce que, vous savez, on utilise, Firmin l'a dit tout à l'heure, on utilise ces chiffres-là pour montrer l'état économique des pays. Non, et donc, de l'état économique, quel secteur de l'économie du Togo est en train de fonctionner à tel point qu'on puisse avoir ce jour, ou bien cette année, ce taux de croissance 5,4 C'est une prévision d'abord. Ouais. Il faut comprendre que c'est une prévision. Mais déjà, on est dans les 5%. Oui. Non, ça ne veut pas dire que ça va se totaliser. C'est au fur et à mesure de la période que les économistes utilisent, puisqu'il s'agit là de la macroéconomie, il ne faut pas l'oublier. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, tout de suite là, on peut te dire que fin octobre, le taux de croissance du Togo est à 3%. Et en fin décembre, on peut te dire que ce taux-là est arrivé à 7%. Tout ça, comme je disais, c'est un glissement annuel. Donc, on compare les années, on compare les périodes où on est en train de calculer ces taux-là. Les secteurs productifs au Togo, il y a aujourd'hui, pour les chiffres que j'ai eus au mois d'août, fin août, c'est le secteur industriel.
on a eu beaucoup d'industries qui ont véritablement bien fonctionné. Et il ne faut pas oublier aussi que l'AGETS, l'association des grandes entreprises du Togo, aussi publie ces chiffres régulièrement par rapport au travail qui est effectué. Donc je disais que le taux de le PIB d'abord, le produit intérieur brut, est calculé par rapport au travail fourni par le secteur privé et le secteur public. Et là, c'est pour dire que tout le monde participe quand même à la richesse du pays. Et donc ça, faut pas l'oublier. C'est ça qui permet d'évaluer chaque pays. Et donc, il y a le secteur industriel, il y a aussi l'agriculture, parce que il y a beaucoup d'investissements qui sont faits aujourd'hui dans l'agriculture. Hier, j'ai eu la chance d'échanger sur un plateau avec le directeur de comment ça s'appelle, le MIFA, le directeur du MIFA, et qui a expliqué beaucoup de choses par rapport aux investissements qui sont faits dans de l'État, ou bien c'est le secteur privé. Mais le MIFA, logiquement, a été créé par l'État pour soutenir le secteur agricole, le secteur agricole. Et donc, c'est comme une banque de l'agriculture. Et donc, le MIFA va chercher les moyens pour pouvoir injecter dans l'agriculture. Et donc là, par exemple, il y a une usine de soja qui est créée au niveau de la PIA, la plateforme industrielle d'Adétikopé. Et là, on est parti à quoi? À 98% près. Et donc, là, puisqu'on investit beaucoup dans le soja, par exemple, donc, cette industrie-là a besoin de 250 000 tonnes de soja chaque année pour le raffinage de l'huile de soja. Ça veut dire que tous les secteurs productifs marchent pour le moment. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est vrai qu'on ne sent pas ça dans le quotidien quelquefois, mais on doit savoir que ça marche, ça veut dire l'économie, ça tourne. Même, je ne sais pas si vous connaissez le dernier rapport des États-Unis en ce qui concerne le taux de chômage. Ça a baissé, maintenant ils sont à 3%. Mais regardez, au niveau des États-Unis, il y a tellement de sans-abri aujourd'hui. Quand vous voyez la ville de New York, qui est aujourd'hui qui est une ville de milliardaires, dans ce pays, vous allez voir de milliers d'Américains qui sont sans-abri. Qui cherchent dans la rue, que le problème n'est pas à l'air libre. Non, le problème n'est pas purement au Togolais. Dans les pays les plus industrialisés, les plus milliardaires, il y a des sans-abri, il y a des gens qui vivent malheureux, même plus que le Togo, plus que le Togolais. Il y a plus de sans-abri aux États-Unis qu'au Togo. J'ai fait un papier, j'ai dit la Chine du monde et le monde de la Chine. C'est là vous allez comprendre que ce pays-là, qui est presque la deuxième économie mondiale, regorge de millions de chômeurs, de gens qui sont véritablement pauvres. Allez, merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci également à notre cher Firmin Tekouabo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom. Le centre va bien, on espère. Le centre va bien et nous sommes en pleine activité. Allez, on se retrouve avec vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. À bientôt. En tout cas, le rendez-vous est pris. Et sur la prochaine fois avec nos chers amis, toujours scotchés. À bientôt.